séminaire gouvernemental a pris fin ce mardi au palais présidentiel avec de grandes résolutions sur le fonctionnement des départements ministériels. La Suisse et l'Italie annulent 42,5 milliards de francs de dette de la Côte d'Ivoire. L'accord a été paraphé au ministère de l'économie et des finances. Le bilan de l'ouragan Sandy s'alourdit. On parle maintenant de 30 morts. Barack Obama annule tous ses rendez-vous électoraux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition. Le séminaire gouvernemental a pris fin ce mardi au palais présidentiel. La rencontre a permis 2 jours durant aux membres du gouvernement de dresser le bilan de leurs activités, d'étudier les perspectives d'ici à fin décembre. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du Premier ministre Jeannot Kouadio Aoussou. Alexis Godraogo pour le compte-rendu. Des plaidoyers, des négociations et des conciliabules interministériels, le séminaire gouvernemental devait permettre ce mardi de sortir les grandes lignes d'action du gouvernement pour les derniers mois de l'année 2012. Il a fallu convaincre, assurer de la solidité des dossiers, mais bien avant, dresser le bilan des mois précédents. Sur ce sujet, bon point pour les finances publiques, où indique-t-on les objectifs quantitatifs du programme économique et financier de l'État ont été atteints. Sur les 18 axes stratégiques retenus pour l'élaboration du programme de travail gouvernemental 2012, de nombreuses initiatives ont été couronnées de succès. À l'exemple de la réhabilitation d'infrastructures importantes existantes, de la mise en œuvre de la gratuité ciblée des soins, du démarrage des travaux du centre de médecine nucléaire ou encore du renforcement de la coopération internationale et de l'intégration sous-régionale. Tout en se félicitant de l'état de mise en œuvre satisfaisant de son programme de travail, en dépit des contraintes et des difficultés observées, le gouvernement a proposé des mesures pour l'optimisation de celui-ci. Le gouvernement se félicite également de l'importance des activités réalisées qui impacteront progressivement la vie quotidienne des populations, ainsi que de la qualité des échanges enregistrés au cours des travaux. En plus d'être un séminaire bilan, le séminaire gouvernemental aura été également un séminaire de perspective et d'orientation. Toutes nos initiatives doivent s'inscrire dans les objectifs de croissance et de développement du président de la République, notamment sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il est tout aussi impérieux de nous maintenir dans une dynamique d'action et d'anticipation visant à multiplier sur le terrain les mesures concrètes et actions de développement pour la transformation qualitative de notre société. Des actions concrètes découlant des dispositions arrêtées à ce séminaire devraient très bientôt être perçues sur le terrain. Au terme de ce séminaire gouvernemental, notre reporter Alexis Wodraogo a tendu son micro à quelques membres du gouvernement. Suivez. Nous avions 26 activités à mener. On a mené effectivement 21 activités, a fait un taux de réalisation de 80%. Certaines ne sont pas totalement achevées. Et donc, les 2 mois qui nous restent, c'est des mois où nous allons passer à la mise en œuvre de ce qui reste. Et le plus important, c'est le projet d'insertion des Ivoiriens dans le commerce, qui est un volet important. Pour notre département, il y a déjà des chantiers en cours. Il s'agira pour nous de les achever et surtout de renforcer notre dispositif de surveillance des droits de l'homme. Il faut s'occuper des victimes. Et il faut s'occuper des victimes les plus vulnérabilisées, qui sont les veuves, les orphelins, les grands malades. Et disons que d'ici la fin de l'année, nous allons mener des actions pour qu'on puisse appuyer ces populations vulnérabilisées-là assez sérieusement. Nous avons mis fin au lotissement villageois et nous voulons encourager l'avènement d'aménageurs privés. Et cela ayant été entériné, nous allons passer à la phase donc, de mise en œuvre effective. Alors, nous allons faire beaucoup de reboisement et puis à la fin de l'année, nous allons interdire l'exportation de bois en Côte d'Ivoire. Nous avons quelques activités en cours et principalement, nous avons le groupe consultatif qui va s'organiser à Paris en décembre. C'est la rencontre avec l'ensemble des bailleurs pour le financement du PND. Nous partons rechercher presque 10 000 milliards
Et cette rencontre importante va permettre donc la mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PND. La politique nationale de l'emploi a été adoptée par le gouvernement il y a déjà quelques semaines. Et nous sommes en cours de finalisation pour mettre en place la coordination, le cadre de coordination de suivi de la politique nationale de l'emploi. En matière de mines, nous allons atteindre très bientôt les 13 tonnes d'or par an, ce qui est excellent pour la Côte d'Ivoire. En matière de pétrole, oui, nous faisons des découvertes. En matière d'électricité, évidemment, comme vous le savez, nous venons de signer le prêt d'Azito. Le ministre des Finances et moi-même, nous allons signer très bientôt le prêt pour le barrage de Soubré, ce qui augure des perspectives lumineuses pour la Côte d'Ivoire en matière de mines de pétrole et d'énergie. Direction l'Assemblée nationale où la conférence des présidents s'est réunie cet après-midi. Rencontre présidée par la première vice-présidente du Parlement, Mme Sarah Sako, en présence du ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions. À l'ordre du jour, l'adoption du calendrier de la deuxième session de l'Assemblée nationale qui prévoit l'examen d'une dizaine de projets de loi. On en parle avec Thomas Angola Bainchi. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale élargie aux présidents des groupes parlementaires s'est réunie cet après-midi, conformément au règlement de l'institution. Ils ont eu à plancher sur le calendrier des travaux de la deuxième session ordinaire, ouverte le 3 octobre dernier à Yamoussoukro. Une quinzaine de textes ont été affectés aux commissions permanentes qui auront à les examiner en leur sein avant les débats puis l'adoption en séance plénière. La conférence des présidents qui s'est déroulée en présence de Albert Agré, ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions, s'est en outre prononcé sur des séances d'information et la tenue de séminaires sur des sujets d'intérêt national. Demain après-midi, les députés sont convoqués en séance plénière pour l'adoption de ce calendrier du travail législatif à effectuer d'ici le 21 décembre, date de clôture de la deuxième session ordinaire 2012. Demain, c'est l'ensemble des députés qui va continuer pour toujours adopter le calendrier de l'Assemblée nationale. À chaque session, nous avons un calendrier qui nous permet de travailler, que nous suivons. Et dans ce calendrier, il y a tout le travail de la session. Donc c'est notre boussole. Nous allons clore avec la loi des finances. Ce communiqué de l'Assemblée nationale à M. Soro Kibaforu Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque mesdames et messieurs les députés à une séance plénière le mercredi 31 octobre 2012 à 15h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour à adoption de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Le médiateur de la République, Ngolo Coulibaly, a organisé une rencontre avec les leaders des organisations de la société civile. Ces derniers ont promis de se mettre à la disposition de la médiature pour l'aider dans sa tâche. Justine Diké-Sey pour le point. Des leaders d'organisations de la société civile, COFEMSI, REPSE, COSOPSI, WANEP, Raïda et Foscao se proposent d'aider le médiateur de la République dans sa tâche de médiation. Ils ont échangé avec Ngolo Coulibaly à cet effet sur, entre autres, l'implication de la jeunesse ivoirienne dans la résolution de la crise et la bonne gouvernance. Nous sortons d'ici satisfaits et le médiateur a promis de nous rencontrer davantage pour que nous puissions nous insérer dans le programme que le médiateur compte engager d'ici là. Et je crois que c'est une très bonne chose. En tant que représentant des populations à la base, il était important de venir proposer nos bons offices à monsieur le médiateur de la République. Les questions liées au rôle de la femme ont été abordées. Nous avons une formation à Addis Abeba de haut niveau en médiation et en négociation. Nous sommes venus nous mettre à sa disposition pour entrer de plein pied dans les différentes activités que la médiature va mettre en œuvre. Le médiateur de la République apprécie la démarche des organisations de la société civile qui consiste à travailler de concert avec la médiature de la République. Nous avons trouvé qu'il y a beaucoup de possibilités d'enrichissement mutuel entre la société civile et la médiature. Les organisations de la société civile proches des populations sauront traduire au mieux leurs préoccupations auprès du médiateur de la République.
Le mouvement CAP Unir pour la démocratie et le développement, CAP UDD, a fêté son premier anniversaire. Le parti de Gervais Koulibaly, qui est notre invité, a également investi son coordonnateur départemental d'Abengourou, Fatou Fofana. Reportage. Le premier anniversaire du CAP Unir pour la démocratie et le développement, CAP UDD, parti créé par Gervais Koulibaly, a été marqué par l'investiture de Kwame Adou Jonas en qualité de coordonnateur départemental d'Abengourou. Pour l'occasion, Gervais Koulibaly a parlé de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Il a aussi décrié la cherté actuelle de la vie. La réconciliation est une obligation pour nous. Mais la Côte d'Ivoire a besoin d'entendre deux sons, au moins. Il faut que si les gens qui sont dans RHDP, je les bénis, je dis que Dieu les bénisse, ils parlent. Il faut que ceux qui ont soutenu Gbagbo soient là aussi, qui parlent et qu'on les laisse parler. Monsieur le Président de la République, il n'y a plus de panier de la ménagère. On a faim, on ne peut pas acheter quelque chose au marché. C'est pas possible. Monsieur le Président, regardez ça aussi. Pour son premier anniversaire, le CAP Unir pour la démocratie et le développement a initié une semaine culturelle et sportive dans le village d'Adaou à Abengourou en présence de membres de l'UDC. Voilà, le président de CAP Unir pour la démocratie et le développement est notre invité. Bonsoir, président. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, il y a deux sons. Donnez votre son de cloche. Vous êtes dans l'opposition, vous êtes invité sur notre plateau. Oui, nous en sommes tout à fait heureux, nous vous en remercions. Il faut absolument que la Côte d'Ivoire aille à la réconciliation. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse se rapprocher, que les Ivoiriens se parlent. Mais voyez-vous, dans un contexte où nous nous méfions les uns des autres, il est certain que nous ne pourrons pas avancer. Voilà. Vous étiez le week-end dernier donc, dans la région de l'Indénié, Duablin, à l'occasion des festivités marquant l'an 1 de votre parti. Quel bilan un an après? Mais ça fait un an que le CAP UDD existe. Nous avons d'abord cherché à implanter notre parti et ensuite nous avons travaillé à la normalisation de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la réconciliation. Vous savez que si nous voulons avoir la réconciliation en Côte d'Ivoire, il nous faut d'abord avoir la paix. Pour avoir la paix, il faut que la situation sociopolitique soit normalisée. Nous y avons travaillé. C'est pour cela qu'on nous a vu faire un certain nombre de choses. Ensuite, nous travaillons aujourd'hui à rapprocher les différents partis, les différents sons de cloche à travers notre plateforme que nous appelons LMP, la Ligue des mouvements pour le progrès. Nous essayons de rapprocher les différents sons de cloche, le RDR, du CAP UDD, du FPI, etc. Il faut qu'on se parle. Mais vous faites partie effectivement de la nouvelle LMP et vous faites en même temps partie du CNRD. Oui, absolument. On ne comprend pas trop votre positionnement. Alors je vous explique. Le CNRD est un mouvement qui est composé de partis politiques, de mouvements de soutien, de syndicats, d'ONG, etc. Nous n'avons pas forcément tous les mêmes objectifs. Donc nous, au sein du CNRD, il y a un certain nombre de partis, parce que les partis politiques, leur objectif c'est de prendre le pouvoir et de l'exercer. Un syndicat, il ne cherche pas à prendre le pouvoir, il cherche à défendre les intérêts de ses syndiqués. Alors vous comprenez qu'on ne pouvait pas, dans une certaine mesure, il fallait que nous nous regroupions pour lutter pour ce qui nous intéresse, la politique. Je pensais que vous m'aviez dit que le LMP, la majorité présidentielle n'existe plus. Oui. Donc c'est une des raisons pour lesquelles vous n'êtes plus dans cette majorité présidentielle. Non, la majorité présidentielle n'existe plus. Vous me parlez du CNRD, je vous ai répondu concernant le CNRD. Non, il y a une nouvelle LMP. Oui, la LMP, c'est une coïncidence. Nous avons voulu créer une ligue des mouvements pour le progrès. Vous savez que les mouvements pour le progrès sont les mouvements de gauche. Donc nous sommes des partis de gauche, et puis bon, mais c'est tombé juste, et voilà. Ce n'est pas une coïncidence alors? Si, c'est une... vous savez, on ne voulait pas perdre notre sigle LMP dans lequel nous nous reconnaissons. Et la LMP, c'était terminé. Quand on dit LMP, à savoir la majorité présidentielle,
c'était fini. Ouais. Maintenant, il fallait une autre LMP, la Ligue des mouvements pour le progrès. Voilà, depuis votre retour d'exil, on vous voit courir partout, vous participez aux élections, vous menez des actions pour le retour d'exilés, vous avez participé au conclave de Grand Bassam pour le dialogue républicain. Que recherche Gervais Coulibaly? Qu'est-ce qui le fait courir? Ce qui fait courir Gervais Coulibaly, c'est la Côte d'Ivoire. Je suis malheureux quand je vois mon pays dans cette situation-là. Et c'est beaucoup pour cela que je suis rentré d'ailleurs d'exil. J'ai eu la chance, j'ai demandé, on m'a permis de rentrer, je suis rentré parmi les premiers. Pour pouvoir essayer d'apporter ma pierre à cette réconciliation qui est une obligation pour les Ivoiriens. Donc, pourquoi je cours? Je cours tout simplement parce que j'estime qu'il faut normaliser la situation. Je l'ai dit tout à l'heure. Normaliser la situation signifie qu'il faut que mes camarades qui sont en exil rentrent. Il faut que mes camarades qui sont emprisonnés, qui sortent de prison. Il faut que nos comptes soient dégelés. Il faut, etc., etc. Donc, vous confirmez que vous êtes libre de tous vos mouvements? Oui, je suis libre de tous mes mouvements. Tout le monde le sait, puisqu'on me voit partout. Je vais, je viens, je n'ai pas de problème. Je pense que c'est ce que nous demandons pour nos autres camarades. Alors, je disais tout à l'heure que nous travaillons dans ce sens, dans le sens de normaliser la situation pour permettre à nos camarades de venir et de venir vivre avec tous les autres, afin qu'on aille vraiment à la réconciliation. Vous participez, je le disais tantôt, au cadre permanent de dialogue initié par le gouvernement. Quelles sont les propositions de CAP-UDD? Les propositions de CAP-UDD ont été regroupées dans les 4 grandes commissions qui ont été créées. Premièrement, il faut que d'abord ce cadre que nous avons créé, nous l'avons créé avec le gouvernement. Ce n'est pas un cadre que le gouvernement a créé tout seul. C'est le fruit d'une concertation que nous avons eue. Opposition, gouvernement à Grand Bassam. Donc il faut que ce cadre ait un règlement intérieur, un moyen de bien fonctionner, qu'on sache ce qu'on fait. Ensuite, il nous faut avoir un statut de l'opposition pour qu'on ne nous mélange pas avec des miliciens ou qu'on ne pense pas que nous sommes miliciens. Nous voulons un statut de l'opposition. Nous voulons ensuite avoir le financement auquel nous avons droit pour faire fonctionner nos partis. Le nerf de la guerre? Le nerf de la guerre, madame. Ensuite, il faut que cette CEI, qui est issue des accords de Marcoussis, vous avez vu, le gouvernement a déjà dissous. De Pretoria? Oui, de Pretoria, Marcoussis, Accra, enfin, tous ces accords qui ont donné naissance à une CEI, il faut que cette CEI-là disparaisse et qu'on mette en place une nouvelle CEI. Nous y travaillerons aussi et puis nous terminerons par les questions judiciaires et sécuritaires. C'est ça nos préoccupations. Monsieur le Président, quels sont vos projets? Les projets immédiats de votre parti? Les projets immédiats de notre parti, c'est d'abord de continuer l'implantation. Très bientôt, nous ferons nous allons investir certains camarades ici à Abidjan. Ensuite, nous allons à Tout-le-Pleu. Après Tout-le-Pleu, nous allons à Lakota. Vous voyez, nous, on ne trie pas, on va partout. Ensuite, nous avons... Vous faites allusion à qui trie? Moi, j'ai dit non, on ne trie pas. J'ai dit qu'on ne trie pas. Alors ensuite, sur le plan international, je pars dans quelques jours, invité pour représenter les partis de gauche au Mali, où nous avons une rencontre. Nous allons discuter des problèmes de sécurité dans la sous-région. Donc le CAP-UDD est certes jeune, mais en même temps, il fait son petit bonhomme de chemin, tant au plan national qu'international. Et j'ai reçu aussi une invitation pour aller rencontrer des politiques aux États-Unis et en France. Donc vous comprenez qu'on avance tout doucement. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le forum sur le leadership politique des femmes en Côte d'Ivoire s'est tenu au plateau, initié par le NDI, National Democratic Institute. Ce forum vise à favoriser un meilleur positionnement des femmes au sein des partis politiques et dans la gestion des affaires publiques. Patricia Oumou-Etia. Le forum sur le leadership politique des femmes en Côte d'Ivoire a pour objectif de montrer les avantages de la représentation des femmes dans les instances de prise de décision et de maximiser les candidatures féminines lors des élections locales de 2013 en Côte d'Ivoire. Nous avons espéré qu'on aurait au moins 20% de femmes aux élections législatives. Nous avons été obligés de nous contenter de 12%.
Mais pour les élections locales, nous ne voulons pas rater le coche, comme on le dit. L'importance des élections, c'est que ça nous permettra de participer à la vie de la société et d'apporter notre part au développement de ce pays. On va leur faire le retour pour que des mesures soient prises pour essayer de faire la parité, parce que nous, c'est ça qui nous intéresse, c'est pas les 30%. Parité. Il faut également se battre au niveau des partis politiques pour qu'elles puissent émerger, que ce soit elles qu'on choisisse, ça c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'elles sont candidates, c'est de les coacher pour qu'elles arrivent à être élues. Nous allons faire du lobbying parce que, vous savez, avec seulement le nombre de femmes qu'il y a à l'Assemblée, nous ne pouvons pas arriver à nos fins. Mais avec les hommes que nous connaissons, qui ont l'esprit ouvert, qui veulent l'émancipation de la femme, nous arriverons à nos fins. Initié par le NDI, le National Democratic Institute, ce forum constitue un enjeu important de l'expression démocratique. La conférence inaugurale avec pour thème les enjeux d'une présence importante des femmes dans les instances de décision en Côte d'Ivoire a été présentée par Jeanne Peumont, conseillère spéciale du président de la République chargée du genre et des affaires sociales. Au terme du forum, il sera traduit un document de synthèse et une déclaration finale. Des jeunes Ivoiriens, parmi eux des membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, impliqués dans la crise sociopolitique, ont choisi de se repentir afin de prendre leur part dans le processus de réconciliation nationale. Une action à mettre à l'initiative d'un ancien secrétaire général de la FESI, Martial Aipo. Justine Dissessey. Les jeunes membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, FESI, ont décidé de s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale. Avec à leur tête l'un des anciens secrétaires généraux de la FESI, Martial Aipo, et Koulibaly Bakary Chigata, président de la Convention nationale de la jeunesse ivoirienne, ils entendent battre le rappel des anciens camarades fessistes, impliqués ou pas dans la crise sociopolitique ivoirienne, pour la mobilisation en faveur de la paix. Nous sommes aujourd'hui en train de prendre tous les contacts nécessaires. Nous allons rencontrer toutes les têtes fortes de notre histoire et nous allons essayer d'organiser la journée nationale de repentance de la jeunesse pour que la Côte d'Ivoire se retrouve avec elle-même et que la jeunesse se réconcilie avec sa nation. L'heure est arrivée de proposer, l'heure est arrivée d'apporter à la Côte d'Ivoire. Le pays nous appelle jeunes. Nous avons décidé ensemble de sonner le glas de la léthargie de la jeunesse. Nous avons décidé ensemble d'agir, pas pour des armes, pas pour brûler, mais pour la réconciliation. Ils ont exprimé le désir de se mettre ensemble pour désormais parler d'une seule voix, la voix de la jeunesse ivoirienne repentie, prête à prendre son destin en main. Les populations de Gbonné ont reçu un don de 5 millions de francs, plus 5 tonnes de riz. Fékessé Lambert, ancien directeur général des impôts, a remis ce don au nom du président de la République dimanche dernier. Fatou Fofana pour les précisions. 5 millions de francs CFA et 5 tonnes de riz pour sécher les larmes des populations de Gbonné, ville située à 75 km de Biankouma. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a fait ce don pour soulager les populations sinistrées des villages de Krogwalé, Gonessoa et Yorogwe. À la suite d'un feu de brousse, 235 hectares de cacao, 200 hectares de café, plusieurs cultures vivrières et 19 maisons sont parties en fumée. Fékessé Lambert, ancien directeur général des impôts et fils de la région, a procédé à la remise de ces dons au nom du chef de l'État. Il a demandé à ses parents de prendre des dispositions pour lutter contre les feux de brousse de plus en plus récurrents dans la région. Il a aussi précisé que les 5 millions de francs CFA serviront à l'achat de semences pour permettre aux populations d'avoir d'autres plantations. Quant au sous-préfet de Gbonné, Glao Alexandre, il a félicité et remercié le président de la République d'avoir prêté une oreille attentive aux souffrances de la population. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo était devant la chambre préliminaire 1 de la Cour pénale internationale aujourd'hui. Audience publique suivie d'un huis clos. Les juges de la CPI devaient évaluer l'évolution de son état de santé pour savoir s'il doit être maintenu en détention. Il faut savoir que cette audience se tient tous les 120 jours conformément à une disposition du traité de Rome. Le verdict sera connu ultérieurement. Je rappelle que la CPI a refusé la semaine dernière
la liberté provisoire à l'ancien chef de l'État. Le bureau régional Interpol pour l'Afrique a un nouveau chef. Il a été installé. La passation de charges s'est déroulée en présence des autorités militaires et diplomatiques. Reportage à Boussanogo. Le contrôleur général de police Bala Traoré est désormais le nouveau chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Il remplace à ce poste le commissaire Kwasi Yves Abadina qui a assuré l'intérim du 1er décembre 2010 au 31 mai 2011 à la fermeture du bureau décidé par le comité exécutif de l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol. La passation de charges s'est déroulée au siège de l'institution en présence de l'inspecteur général de police Bédoumbia, directeur général de la police nationale de Côte d'Ivoire. Il révèle que le bureau régional Interpol d'Abidjan est le premier bureau régional de l'Organisation internationale de police criminelle en Afrique et mieux dans le monde. Ce bureau assurera la formation, l'encadrement, l'assistance des agents chargés de l'application de la loi dans la lutte contre les diverses formes de criminalité en Afrique de l'Ouest. Outre la formation, le bureau régional Interpol d'Abidjan concourt aussi à l'organisation d'opérations conjointes ou simultanées de police, à l'assistance des pays dans l'organisation et la sécurisation des événements majeurs. Le nouveau chef du bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest, le contrôleur général de police Bala Traoré, a réaffirmé aux responsables des différents services de sécurité du Côte d'Ivoire que le soutien et l'accompagnement du bureau régional sous l'égide de l'OIPC Interpol leur sont acquis. L'objectif visé reste le renforcement des capacités opérationnelles des forces sur le terrain et la recherche de ressources humaines efficaces face au réseau de criminels qui opèrent de façon transversale entre les pays avec des méthodes d'action souvent en avance sur celles des services de sécurité chargés de les neutraliser. Interpol, dans le cadre de la coopération policière internationale, planifie et organise régulièrement des stages de formation et des opérations conjointes au profit des États de la sous-région sous la supervision du bureau régional d'Abidjan. Ce grave accident de la circulation cet après-midi au carrefour de la Riviera 3, 9 kilos, bilan 3 morts et plusieurs blessés, donc des cas jugés critiques. À l'origine de cet accident, un minicar de transport, communément appelé Gbaka, transportant des éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire en provenance d'Anyama pour une base des FRCI dénommée Compagnie Tracteur. Selon les informations reçues, c'est au stationnement du véhicule que le frein a lâché. Pris de panique, certains éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire ont sauté du véhicule. Un camion de ramassage d'ordures venant en sens inverse a donc percuté le véhicule, écrasé les 3 éléments qui ont sauté du véhicule. Les blessés ont été conduits à l'hôpital militaire d'Abidjan. Cette bonne nouvelle pour la Côte d'Ivoire qui amorce sa reconstruction. La Suisse et l'Italie annulent 42,5 milliards de la dette ivoirienne, soit la totalité de cette créance. L'accord paraphé au ministère de l'économie et des finances s'inscrit dans le cadre de l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. Le point avec Jean-Jacques Kwame Alla. C'est 42,5 milliards de francs CFA des dettes annulées par l'Italie et la Suisse envers la Côte d'Ivoire se répartissent comme suit: 35 milliards de francs CFA pour l'Italie et 7,5 milliards de francs CFA pour la Confédération de Suisse. Les ambassadeurs d'Italie, Giancarlo Izzo, et de la Suisse, David Vogelsanger, ont paraphé l'accord ce mardi avec le ministre de l'économie et des finances, Charles Kofi Dibi, représentant l'État de Côte d'Ivoire. Avec cette nouvelle annulation de la dette extérieure, l'Italie et la Suisse apportent leur contribution à la reconstruction et au développement de la Côte d'Ivoire. Le ministre de l'économie et des finances, Charles Kofi Dibi, a rassuré les ambassadeurs d'Italie et de la Suisse que cette annulation de la dette ivoirienne va permettre à l'État de Côte d'Ivoire d'investir dans les projets de réduction de la pauvreté. Cette annulation à 100% de la dette de l'Italie et de la Suisse s'inscrit dans la suite de l'obtention du point d'achèvement de l'initiative PPTE par la Côte d'Ivoire les 25 et 28 juin dernier. Comme tous les soirs, des échos de la caravane de la paix et de la réconciliation avec l'étape de Korogo, où les artistes de Côte d'Ivoire ont encore fait parler leur cœur. Suivez le reportage de notre envoyé spécial, Doua Delazer.
4 centres d'accueil des personnes vulnérables dans la ville de Korogo ont été visités ce lundi 29 octobre. Le collectif des artistes musiciens de Côte d'Ivoire en mission de paix à Korogo ont apporté leur soutien aux enfants les plus démunis de la cité du Poro. Du centre des handicapés physiques à celui des handicapés mentaux, en passant par le centre Don Orion, les artistes ivoiriens n'ont pas hésité à faire parler leur cœur. Ils ont offert des enveloppes de 100 000 francs CFA aux responsables de chaque centre d'accueil. Pour le leader vocal du groupe Magic System, cette action sociale est un appui pour soulager les charges de fonctionnement. Il était important dans cette caravane d'aller à la rencontre des populations qui ont beaucoup de choses à dire, qui ont beaucoup de choses à demander. L'heure est arrivée de leur donner à nouveau un souffle. L'heure est arrivée de jeter un coup d'œil sur cette région de la Côte d'Ivoire là, qui connaît le plus grand taux de chômage et le plus grand taux aussi de pauvreté. Nous voyons l'engouement qu'il y a autour de cette tournée. Nous voyons les différentes populations se déplacer pour venir communier. Et on est content de les voir communier en oubliant leurs différences ethniques, en oubliant leurs différences religieuses. Ils se mettent main dans la main et je crois que c'est cette image de la Côte d'Ivoire là que nous voulions. Un geste salutaire selon les bénéficiaires. Nous sommes vraiment touchés par votre arrivée ici. Les autres nous voient comme des maudits des dieux. Mais aujourd'hui, vous voyez toutes ces personnalités qui sont là, Kadi, tout ça, on ne pourrait pas. Vraiment, c'est pour vous dire merci, on a les mots qui nous manquent. Et pensez toujours à nous, dans nos besoins. La valeur totale du don est de 1 400 000 francs CFA, dont 1 million offert aux enfants orphelins du SIDA, du Centre Solidarité Action Sociale. Plus de 40 artistes musiciens vont participer au concert de paix et de réconciliation, prévu de 15h à 2h du matin au stade municipal de Korogo. Ils vont livrer chacun un message d'apaisement pour que la paix et la réconciliation demeurent une réalité en Côte d'Ivoire. Assalfo est en direct par téléphone. Bonsoir, Assalfo. Bonsoir. Vous avez sillonné plusieurs villes du pays avec la caravane des artistes. À quelques jours de la fin de cette caravane, que doit-on retenir véritablement? Vous avez donné quelques éléments de réponse, mais véritablement, que doit-on retenir? Mais écoutez, ce qu'on doit retenir de cette caravane, c'est l'engouement qu'il y a eu autour même de San Pedro à Man, en passant par Gagnoa. C'était vraiment une mobilisation totale des populations. Hier encore à Korogo, nous jouions devant plus de 15 000 personnes. Et je crois que pour un résultat, on ne pouvait pas s'attendre à mieux. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes contents de cette tournée que nous avons initiée. Et nous sommes allés même au-delà de l'aspect culturel pour aller rencontrer la population, et les discussions et les échanges qui ont eu lieu entre ces populations et nous ont laissé apprendre beaucoup de choses. Vous avez rencontré effectivement les populations. Quelles sont leurs préoccupations? Est-ce que ces populations sont prêtes à aller à la réconciliation, sincèrement? Sincèrement, je dirais que ces populations sont prêtes. Ces populations avaient beaucoup sur le cœur. Ces populations avaient envie de dire des choses, peut-être qu'elles n'avaient pas l'occasion de le faire. Et le fait de voir leurs idoles, de voir leurs artistes devant eux, leur a permis de se libérer. Ces populations nous ont dit beaucoup de choses. Et je crois qu'à la fin de cette journée, nous allons essayer de retracer toutes ces préoccupations à travers un livre blanc que nous allons remettre au président de la République, parce que nous avons promis à ces populations de transmettre très fidèlement leur message au plus haut niveau. Et je crois qu'elles ont été satisfaites de la visite que nous leur avons rendue, et elles n'attendaient pas mieux. Pour dire que la réconciliation n'est pas seulement politique, elle est aussi culturelle, et la culture a une plus grande part à jouer dans cette réconciliation. Dans cette caravane des artistes qui sont rentrés fraîchement d'exil, il y a Angelo Kabila, Yodé et Siro. Vous avez œuvré pour le retour de ces artistes. Qu'avez-vous à dire à tous ceux qui sont encore en exil et qui hésitent à rentrer? Je lance encore l'appel. Ce n'est pas un ultime appel, puisque quand on entreprend ce genre de démarche, il faut être patient. Je lance encore un appel à tous les artistes qui sont hors du pays, qui sont encore sceptiques, pour leur dire que nous devons nous donner les mains pour pouvoir apporter cette paix-là. Ce n'est pas à nous seuls qu'on doit le faire. Il faut mettre de côté nos appartenances,
Il faut mettre de côté nos clivages ethniques et religieux pour se remettre ensemble, pour redonner à la Côte d'Ivoire ce qu'elle mérite. La Côte d'Ivoire ne peut pas se construire avec une seule main. Il faut que toutes les mains se mettent ensemble. Donc je lance encore un appel à tous ces artistes qui sont encore sceptiques, qui se disent il y a un problème de sécurité, qui se disent non, je suis de tel bord politique, de venir ensemble ici pour que nous puissions reconstruire la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des artistes. Et notre manière de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas en suivant les partis politiques, mais c'est en mettant notre art au profit des différentes populations. Voilà, merci beaucoup à Salfo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, à l'étranger, aux États-Unis, des millions d'Américains du Nord-Est se sont réveillés ce matin avec des coupures d'électricité et des inondations majeures après le passage de la tempête Sandy. La tempête a fait 30 morts selon un bilan provisoire. Le président américain Barack Obama a décrété l'état de catastrophe majeure dans les États de New York et du New Jersey, ce qui déclenche la mise en place de programmes d'aide pour les victimes. Il a aussi annulé jusqu'à mercredi tous ses rendez-vous électoraux. Il est 20h lundi aux États-Unis lorsque le cyclone Sandy touche les côtes du New Jersey, dans le nord-est du pays. Une tempête d'une violence exceptionnelle qui va balayer dans la nuit une vaste région depuis le Connecticut jusqu'à la Caroline du Nord. C'est dans la ville de New York que les dégâts sont les plus importants. Les pluies torrentielles inondent le sud de l'île de Manhattan. L'eau monte jusqu'à 4 mètres, du jamais vu, comme l'a rappelé le maire de la Grosse Pomme. Nous savions que ça allait être une tempête très dangereuse et nous ne nous étions pas trompés. Le pire de la météo nous est tombé dessus et la ville en ressent les conséquences. Le quartier de Battery a connu une brusque montée de la mer et il y a des quantités d'eau incroyables dans le sud de Manhattan. Dans la soirée, toute cette eau entraîne l'explosion d'un transformateur électrique. La moitié de Manhattan est alors plongée dans le noir. Vers 23h, un incendie se déclare dans le Queens. Difficile pour les pompiers déployés d'accéder à ce secteur situé dans l'est new-yorkais. Une cinquantaine de maisons part en fumée. Les autorités avaient pourtant pris de nombreuses mesures pour éviter le pire. Interruption des transports en commun, évacuation de plusieurs quartiers. La garde nationale a même été déployée pour assurer la sécurité des secteurs évacués. Dans la nuit, le président américain a décrété l'état de catastrophe majeure dans l'état de New York et le New Jersey, où par ailleurs 2 réacteurs nucléaires ont été mis à l'arrêt à cause des intempéries. Près de 9 millions d'Américains étaient privés d'électricité sur la côte Est mardi matin et on dénombrait déjà une quinzaine de morts, un bilan qui pourrait s'alourdir alors que la tempête poursuit sa route vers le Canada. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente soirée sur RTI 1 et à très bientôt.